Tant que tu te vois, je pense que c'est bon. C'est bon. Fait que, Geneviève Labrie, c'est ma collègue. On est chanceux, de la voir aujourd'hui. Elle a accepté, généreusement de venir au webinaire. Geneviève est chercheure, en, phytoprotection, entomologie, biodiversité, maintenant au CETAB+. Puis quand on réfléchissait à l'organisation du webinaire, on pensait à des thématiques qui étaient communes, des problématiques qui étaient communes sur plusieurs des fermes de la Côte-Nord ou du nord du Québec. Puis il y avait vraiment la gestion des pucerons qui revenait souvent. D'où le but d'avoir Geneviève aujourd'hui pour nous parler de cette thématique-là, de ce sujet-là. Donc, je te passe la parole. Oui, ben, je vais partager mon écran déjà. Je ne sais pas si vous voyez Oui, c'est l'écran. parfait. Est-ce que si je pars le diaporama, il va être dans le bon écran? Oui, Oui, yeah, super. Ben, peut-être dans le fond, c'est ça, je suis nouvellement chercheuse au CETAB depuis le mois de septembre, mais je travaillais auparavant, j'ai travaillé 5 ans au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel et j'avais en charge la première programmation de recherche en phytoprotection en serre. Donc, ce que je vais vous présenter un peu aujourd'hui, c'est un peu le fruit des essais ou des recherches ou des revues ou des outils qu'on a montés là, quand j'étais au CRAM. Et donc, c'est assez récent comme information. Je pense que au départ, là, puis ça, on s'est aperçu de ça là, quand on a commencé à travailler en serre. La connaissance des espèces est primordiale. Puis les pucerons en serre, il y a plusieurs espèces. Puis on a travaillé sur différents outils pour bien les identifier. Fait que je vais passer un peu en revue l'identification des pucerons. Ensuite, les auxiliaires de lutte contre les pucerons, il y en a vraiment plusieurs. Ils ont des caractéristiques spécifiques, il y a des usages spécifiques aussi. Il y a plusieurs outils qui sont en ligne là, récemment. Dans toute la présentation, je vous ai mis des liens aussi vers toute la documentation dont je vous parle. Fait que le PDF, après ça, vous pourrez l'avoir là, via les organisateurs du webinaire, mais c'est tous des liens vers des documents qui sont sur AgriRéseau ou sur le site du CRAM, entre autres. Fait que vous pourrez avoir plus d'informations. Je vais parler, je suis bien consciente qu'en serre nordique, même si je n'ai pas fait d'observation dans ces serres-là, on n'a pas nécessairement la capacité d'avoir des auxiliaires de lutte facilement et rapidement. Donc, je vais vous donner des méthodes pour garder soit des auxiliaires, des ennemis naturels qu'on peut garder soi-même, ou bien vraiment préparer, avoir des plantes réservoirs, ou bien essayer d'attirer tous ceux qui sont à l'extérieur. Fait que je vais vous parler rapidement de ça, puis une conclusion là, un peu sur d'autres façons, là, un peu les insecticides, puis le nettoyage de la serre qui est absolument primordial là, pour lutter contre les pucerons. Je commence toujours en parlant que la lutte intégrée, c'est pas juste une méthode de lutte qu'on met en place. C'est donc, il faut absolument penser que quand on lutte contre un ravageur, il n'y a pas juste une seule méthode qu'on met en place. Il faut vraiment faire tout un ensemble de méthodes qui va permettre d'avoir un contrôle optimal. Ce qui fait que les pucerons, particulièrement, on a un besoin de vraiment essayer de prévenir les infestations, puis après ça, de s'en occuper de différentes façons. Donc, les pucerons, il y a beaucoup d'espèces, plusieurs espèces de pucerons dans les serres qui, quand on a fait beaucoup de dépistage dans beaucoup de serres et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs nouvelles espèces même qu'on pouvait observer. Pourquoi c'est important de bien les identifier? C'est parce que, par exemple, si on veut introduire des guêpes parasitoïdes, ça ne sera pas la même guêpe parasitoïde qu'on va sélectionner selon l'espèce de puceron. Et donc, même si, puis les fournisseurs, bien, quand vous les appelez, si vous dites j'ai des pucerons, bien, ils vont vous envoyer probablement le plus commun, le colémanie, la Phytus colémanie parasitoïde, sauf que si vous avez, par exemple, le puceron de la pomme de terre, ben, il ne fonctionnera pas bien. Puceron du saule et de la carotte non plus. Puceron du melon, il est assez particulier aussi. En plus, ben, tous ces auxiliaires-là ont des conditions de température, d'humidité qui sont différentes. Et aussi, il y en a plusieurs, puis ça, on n'y pense pas, mais qui ont besoin de pollen ou de nectar. Et donc, quand on les introduit, souvent, ils ne réussiront pas à survivre. Et donc, ça aussi, c'est des besoins particuliers qu'il faut aussi avoir en tête.
Il y a quelques clés d'identification qui ont été faites par Liette Lambert, qui était auparavant, qui a pris sa retraite, mais qui travaillait beaucoup dans les serres. Et donc, je vous ai mis les liens pour pouvoir, vous avez besoin d'une loupe, donc pour pouvoir les identifier, mais vous avez vraiment les caractéristiques principales là, des pucerons. Le puceron vert du pêcher, le puceron vert de la pomme de terre, il est beaucoup plus gros, puceron de la digitale aussi. Et donc, comme vous voyez, vous n'avez pas le même parasitoïde selon que c'est le puceron vert du pêcher ou puceron de la pomme de terre et de la digitale qui ont besoin d'un plus gros parasitoïde, en fait, pour pouvoir les contrôler. Et il faut penser que ces pucerons-là vont avoir aussi des colorations. Souvent, on voit de pucerons roses. Bien, ça peut être le puceron vert du pêcher, ça peut être celui de la pomme de terre ou même le puceron de la digitale. Il ne faut pas se fier aux colorations des pucerons. Les pucerons des températures vraiment peuvent commencer à se reproduire à peu près à 0,5 degrés Celsius. Donc, il ne faut pas penser que si on a des températures très froides, les pucerons, eux autres, vont commencer à faire leur reproduction tranquillement, pas vite. Mais ils ont des optimums autour de 20-25 degrés selon les espèces. Puis, rendu à 35 degrés, la plupart des pucerons cessent de se reproduire. Donc, il y a vraiment comme aussi au niveau des caractéristiques de température. Puis, comme vous voyez probablement, on voit déjà les yeux des autres pucerons qui sont à l'intérieur. Ils se reproduisent c'est du clonage, dans le fond, d'eux-mêmes pendant tout l'été. Reproduction asexuée, ils peuvent avoir jusqu'à 22 générations par été. Et dans une serre, même un peu plus parce que la température est plus constante, est plus élevée aussi. Donc, il ne faut pas manquer la fenêtre dès qu'on a des pucerons, il faut absolument intervenir le plus tôt possible et donc même en prévention. Une autre des clés d'identification qu'on a, pour rajouter le puceron du melon, qui est vraiment un des pucerons, petits pucerons qu'on retrouve beaucoup là, dans plus les cucurbitacées, mais qu'on va retrouver dans le zucchini, entre autres, le concombre. Les cornicules, donc, sont noirs au bout de l'abdomen, a une croissance exponentielle. Donc, va augmenter très, très rapidement, plus rapidement que les autres espèces. Fait que c'est un des pucerons à surveiller aussi. D'autres outils pour vous aider à identifier, ça se peut qu'on ait comme le puceron de la laitue, par exemple, le puceron du céleri, du saule et du céleri aussi, du saule et de la carotte qu'on retrouve sur le céleri. Il y a plusieurs guides qui existent, donc guide d'identification. Vous avez aussi un outil là, de l'Université de Montréal là, pour identifier les pucerons qui pourraient se retrouver dans vos cultures. Donc, il y a des enjeux aussi qu'on a des arrivages de pucerons ailés qui vont arriver par les vents, donc ils peuvent arriver dans vos cultures et ça peut être des espèces qui ne sont pas nécessairement répertoriées, donc ça peut être des bons outils pour être capable de bien identifier les espèces de pucerons. Donc, rapidement, le puceron vert du pêcher peut vraiment, c'est le plus commun en fait, là, qu'on va retrouver de façon très, 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 dans la plupart des cultures en fait. Puis, c'est vraiment la prévention qui est la meilleure méthode de lutte. Je vous montre un peu aussi, je ne sais pas, dans vos régions, quand on utilise des parasitoïdes, à la fin de l'été, souvent, on a même des hyperparasitoïdes qui vont venir s'attaquer au puceron, c'est-à-dire ils vont s'attaquer au parasitoïde qui est en train de parasiter le puceron. Et donc, ça va perturber la lutte biologique vraiment là, rendue à cette période-là. Celui qui est un peu, qui est en fait une sous-variante du puceron vert du pêcher, c'est le puceron rose du tabac. Et ça, c'est une sous-espèce du puceron vert, mais qui va se reproduire encore plus et qui est beaucoup plus difficile à gérer, en fait, là, que le puceron vert du pêcher. Donc, à bien évaluer quelle espèce c'est parce qu'il faut intervenir de façon beaucoup plus importante avec celui-là. Puceron du melon, là encore, une espèce qui est comme qui va vraiment se développer très rapidement. Il peut être complètement noir aussi, donc vert avec des cornicules noirs ou complètement noir, fait que ça peut être une espèce en fait qui va se reproduire très vite. Puceron du saule et de la carotte, donc qui se retrouve dans des conditions plus fraîches et il est peu étudié, mais en serre, en champ, on le retrouve souvent, mais il est de plus en plus fréquent dans les serres et augmente rapidement dans les populations. On le retrouve là, sur le céleri, entre autres, ceux qui font du céleri en serre, puis on va le retrouver dans la carotte là, en champ aussi.
Un nouvel outil qui est disponible depuis quelques semaines sur Google Play, qui a été monté vraiment en lien avec tous les ravageurs qu'on peut retrouver en serre au Québec. Donc, on le retrouve pour Android seulement, malheureusement, mais vous pourrez aller le télécharger pour votre cellulaire. Vous allez retrouver tous les ravageurs qu'on peut retrouver, les dommages qu'on peut observer, puis aussi tous les outils. Fait qu'on a regroupé là-dedans toutes les fiches techniques, tous les rapports de recherche et tout qui pourraient vous servir pour trouver des solutions qui peuvent être plus adaptées chez vous. Donc, on peut, si vous n'avez pas un Android, il y a le même document, mais qui est comme sous forme de librairie photographique là, avec des liens cliquables, là, donc un document PDF que vous pouvez retrouver sur AgriRéseau. Donc, c'est primordial de bien identifier nos ravageurs parce que sinon, ben, on a de la difficulté à faire un contrôle efficace. Pour les auxiliaires de lutte, ce qu'on a fait, parce qu'on peut s'y perdre un peu de qu'est-ce qui est disponible ou pas, on a travaillé pour ça avec les compagnies, donc Copper, Thanatis, puis Plante-Prod, pour monter en fait des documents synthèse. Là, vous voyez tous les auxiliaires de lutte qui sont vendus qui peuvent être vendus contre les pucerons. Donc, il y en a aussi pour les aleurodes, les tétraniques, les trips, les mouches noires. Donc, c'est des outils qui vont vous permettre de dire, bon, ben si j'ai telle espèce de puceron vert du pêcher ou le puceron de la pomme de terre ou le puceron de la digitale, selon les cultures. Évidemment, là, on avait pris les 3 principales cultures, mais ça s'applique à d'autres cultures aussi. Mais on a mis ceux qui étaient, par exemple, les parasitoïdes qui vont être les plus efficaces contre le puceron vert du pêcher, bien, ça va être colémanie puis matricarier. Donc, ceux qui ont des petites couronnes, c'est vraiment les principaux, ceux qui vont être les plus efficaces. On a aussi toutes les caractéristiques de chacun de ces auxiliaires-là. C'est quoi leur cycle de développement? Est-ce qu'ils ont une bonne dispersion? Les méthodes d'application, les préférences de température aussi. Donc, il y en a certains qui vont être à des températures plus fraîches, à 10-15 degrés. D'autres, c'est plus à des températures moyennes. Les minimales tolérées, on a vraiment les utilisations possibles l'hiver. S'ils ont des exigences particulières, est-ce qu'ils ont besoin d'autres proies? Est-ce qu'ils ont besoin de pollen? Est-ce qu'ils ont besoin d'humidité? On a mis des idées de taux d'introduction, mais ça, c'est préférable de voir avec les fournisseurs. On a aussi les compatibilités entre les différents auxiliaires. Donc, tout ça a été validé par les compagnies. On a vraiment travaillé ensemble pour offrir quelque chose qui combine, en fait. Puis, à la fin de la fiche, on montre aussi qui les vend. Donc, c'est une façon pour vous d'aller vérifier est-ce que cet auxiliaire-là peut être utile chez moi selon les espèces de pucerons que j'ai par rapport à les conditions que j'ai aussi. Ce document-là aussi est disponible en fichier Excel où là, on peut faire des choix aussi. Donc, parce qu'il y a la fiche, mais fait que si vous voulez le fichier Excel pour pouvoir aller mieux évaluer finalement vos besoins, vous me le direz, puis je pourrai vous l'envoyer. Rapidement, les agents de lutte biologique, les coccinelles, il y a 2 espèces qui sont vendues pour les pucerons. La coccinelle convergente, la coccinelle à 2 points. La coccinelle à convergente, puis ça, je vais revenir un peu plus tard, elle arrive de sites d'hibernation et elle est gardée dans des réfrigérateurs pendant des mois. Donc, quand elle arrive chez vous, quand vous en achetez, il faut absolument l'acclimater parce que sinon, elle va penser qu'elle sort de son site d'hibernation qui est le haut des montagnes, finalement, aux États-Unis, là, au Nevada, au Colorado. Ils hibernent par milliards d'individus, donc les compagnies vont les chercher là, les mettre dans des conditions de frigo et vous les vendre par la suite. Mais donc, comme elles pensent qu'elles sortent d'hibernation, elles vont juste vouloir s'en aller de la serre où vous l'introduisez. Donc, il faut les acclimater pour qu'elles reforment parce que les coccinelles, quand elles sont en hibernation, résorbent leur système reproducteur. Donc, elles vont être plus en recherche de s'en aller du site. Donc, quand on les acclimate, elles vont pouvoir s'alimenter tranquillement, reformer leur système reproducteur pour pouvoir pondre dans la serre. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête puis qu'on ne sait pas souvent. L'espèce qui est vraiment intéressante, c'est la cisdemie du puceron. Cette espèce-là, en fait, mange quand même beaucoup de pucerons, mais en fait, c'est qu'elle a un comportement furtif. Elle va tuer
plus de pucerons qu'elle peut en manger, elle va se cacher sous les pucerons pour éviter de se faire manger par d'autres prédateurs. Ce qui fait qu'elle est très compatible avec plusieurs autres espèces de prédateurs, que ce soit des coccinelles, des chrysopes et tout ça, parce qu'elle se cache. Et elle aussi, c'est aussi la meilleure compatibilité avec les parasitoïdes. Donc, cette espèce-là, c'est une espèce indigène, qu'on peut retrouver naturellement et elle est très, très utile contre les pucerons. Les chrysopes, c'est des prédateurs généralistes. Vous voyez, bon, ça, c'est l'adulte. Ici, l'adulte est seulement pollinisateur. Il a besoin absolument de fleurs, de nectar, de pollen de fleurs. C'est la larve qui est prédatrice. Vont manger beaucoup de pucerons. Même dans les laitues, c'est quand même très utile là, parce qu'elles peuvent s'insérer là, un peu plus dans les feuilles, finalement, de laitue. Celle qui est particulièrement intéressante, c'est les mérobes, donc et l'adulte et la larve sont prédateurs. Et je vais vous en reparler plus tard, mais c'est une espèce qui fonctionne à très faible température, 4 à 8 degrés. Elle est efficace en prédation, même elle va pondre des œufs à 8 degrés. Donc, c'est une espèce à considérer, là, surtout dans les conditions plus nordiques. D'autres agents de lutte qui sont vendus, des punaises, des petites punaises qui sont plus pour les trips, mais il y a la nouvelle Nabis americoferus qui s'attaque à tout, dont la punaise terne, entre autres, pour les Allura, Dicyphus et Podizus, qui est une nouvelle espèce. Là, c'est la punaise soldat, elle est indigène aussi, mais s'attaque à des chenilles, à d'autres. Et elle est utilisée, elle est vendue par Anatis et même elle a été utilisée dernièrement dans des champs contre des vers gris, entre autres, contre différentes chenilles, puis elle a contre le dorifère de la pomme de terre, entre autres. Donc, une efficacité contre des plus gros ravageurs et même en champ aussi. Un qui n'est malheureusement qui a été développé par l'UQAM, c'est un CIRF. Donc, les adultes, c'est des pollinisateurs, mais les larves sont des prédatrices de pucerons. Elle est présentement pas disponible parce qu'ils ont des enjeux au niveau des élevages, mais c'est une espèce qui est très, 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 très efficace dans un développement d'une larve peut manger 1000 pucerons là, en quelques semaines. Donc, c'est vraiment une espèce intéressante aussi là, au niveau là, des agents de lutte. Les parasitoïdes, il y en a plusieurs. Donc, comme je parlais tantôt, il y a des plus petits, donc qui vont s'attaquer là, par exemple, au puceron vert du pêcher. Mais pour les plus gros pucerons, on a besoin de Aphidius cervi, donc qui, elle, va vraiment s'attaquer. Ils ont des préférences, en fait, réellement, là, les parasitoïdes. Et les adultes ont besoin de nectar de fleurs pour survivre longtemps. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à penser. Puis, la combinaison gagnante avec la cystomie du puceron, Aphidoletes, c'est Aphidius collemani. Donc, ces deux-là ensemble font vraiment un très bon travail. Les parasitoïdes, c'est vraiment un atout très, très important dans la lutte contre les pucerons parce qu'ils vont s'attaquer à des petites colonies de pucerons, tandis que les prédateurs, eux, vont rester dans la serre et même vont pondre seulement s'il y a des grosses colonies de pucerons. Tandis que les parasitoïdes, eux, de les avoir en prévention, puis là, je vais vous montrer avec les plans de banque. Donc, des avoirs en prévention, c'est vraiment la meilleure façon d'aller contrôler de façon préventive les pucerons. Les auxiliaires qui peuvent être intéressants à basse température, on a le Aphidius cervi, donc le parasitoïde qui est plus gros, et on a, comme je disais tantôt, Micromus qui est le mérobe, donc la chrysope brune, qui, eux, peut vraiment être très, très utile à faible température, puis je vais en reparler un peu plus tard. Donc, ceux qui peuvent être utilisés l'hiver ou dans des conditions plus l'hiver, c'est la plupart quand même. Certains vont avoir besoin de lumière, de luminosité. Donc, ceux-là, comme la cécidomie du puceron, dans des conditions où on n'a pas la luminosité. Donc, pendant l'été, ça va, mais après coup, au printemps ou à l'automne, ils vont être moins efficaces parce qu'ils vont partir en diapause. Plusieurs ont besoin de pollen, donc, ou de proies alternatives. Fait que toutes ces informations-là sont disponibles dans les fiches. Ce que je veux parler, c'est entre autres de l'utilisation de la coccinelle asiatique. On sait qu'elle n'est pas vendue parce que c'est une espèce exotique envahissante. Elle a envahi littéralement le Québec et même la planète. Mais par contre, c'est probablement le meilleur auxiliaire ennemi naturel. Ça mange une larve comme ça de stade 4, va manger 250 pucerons par jour.
et les adultes aussi. Et donc, une des stratégies pour les sériculteurs qui ont peu, c'est des coûts importants, là, les auxiliaires de lutte, puis aussi des fois la disponibilité, bien, dans les coccinelles, pour la plupart des espèces, on est capable de les garder tout l'hiver pendant plusieurs mois à 4 degrés au frigo, dans des pots. Fait qu'on a monté une fiche, entre autres, pour justement les coccinelles hivernantes. Vous pourrez trouver la fiche là, plus détaillée ici, mais je vais résumer dans le fond la façon de faire. Donc, que ce soit pour la coccinelle asiatique que vous gardez, par exemple, si vous en avez beaucoup dans la maison, ou si vous avez de la famille ou des amis plus au sud du Québec qui en ont vraiment beaucoup à l'automne, vous pouvez demander de les garder au frigo pour l'hiver. Et donc, vont se conserver dans 4 à 5 mois avec un couvercle troué. Puis, par contre, comme j'expliquais tantôt, que ce soit pour la coccinelle convergente ou l'asiatique, il faut les acclimater pendant 3 à 5 jours dans la serre avant d'être relâchés. Fait qu'on met de l'eau sucrée, donc juste un peu de miel avec dans un petit pot comme ça, puis on met un coton dentaire ici, puis les coccinelles vont venir manger, puis on peut leur mettre du pollen de fleurs broyé. Donc, vous passez le pollen qu'on achète à la pharmacie, là. Parce que des coccinelles peuvent survivre toute leur vie strictement sur du pollen sans aucun puceron. Donc, c'est une façon de leur redonner, de leur montrer que c'est un environnement où ils peuvent s'installer. Puis après ça, on approche les bacs près des plants les plus infestés de pucerons, d'humidifier les plants aussi parce que les coccinelles viennent s'abreuver aussi sur les gouttes d'eau. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont besoin aussi. Puis, il y a des taux d'introduction là, où on peut 1 à 2 par mètre carré au besoin. C'est en préventif. En curatif fort, on peut aller jusqu'à 100 par mètre carré qu'on réintroduit régulièrement au besoin. Donc, c'est une des stratégies qui, je pense, peut être très, très utile pour la majorité des sériculteurs qui ont des problématiques d'infestation de coccinelles asiatiques dans leur maison, mais qui peuvent les réutiliser plus tard en saison. C'est de la même façon aussi, si vous voulez les utiliser en champ, il faut les acclimater aussi, parce que sinon, elles pensent qu'elles sortent de leur site d'hibernation et elles s'en vont. Pour les parasitoïdes, la façon qui est vraiment la meilleure, c'est d'avoir des plantes réservoirs. Anatis, Bioprotection, puis d'autres compagnies en vendent, c'est des plants d'orge qui vont être infestés de pucerons et on achète les momies de parasitoïdes qu'on va venir installer dans les plants. Mais c'est possible aussi de le faire soi-même. Donc, soit on prend de l'orge, on peut prendre, à l'UQAM, ils ont fait des essais avec du maïs puis de l'éleusine. Qui est une plante qui résiste beaucoup mieux à la sécheresse. Parce qu'un des enjeux, en fait, avec les plantes réservoirs, c'est souvent que ça va sécher vite. Et si on ne les replace pas régulièrement, mais on perd notre colonie de pucerons et de parasitoïdes. Vous voyez ici, les pucerons qui sont utilisés, c'est des pucerons des céréales. Donc là, ça, c'est l'espèce Rhopalosifum maïdis. Celle du maïs, on la retrouve de façon naturelle dans l'environnement, dans les céréales. Celle qui est vendue, les plantes banques, ici, vont venir avec une autre espèce, le Rhopalosifum paddy. Donc, le bout de l'abdomen orangé. Mais ça se retrouve aussi même dans le milieu naturel sur les graminées. Puis ces pucerons-là ne s'attaqueront pas aux cultures qui sont dans la serre. Fait que c'est un des atouts finalement d'avoir des plantes réservoirs. Fait qu'on a la façon de faire, on va semer nos plantes réservoirs, on va mettre des pucerons dessus, on les garde dans des cages fermées de plastique avec de la mousseline. Puis, quand ils sont bien installés, on va introduire soit des Aphelinus collemani ou des matricariés, donc sous forme de pupes qu'on peut acheter. Puis après ça, on va introduire les plants infestés dans la serre finalement. Puis les parasitoïdes vont sortir puis vont aller finalement parasiter les pucerons qui sont dans la serre. Ça, c'est vraiment une des façons. Puis il y a eu une conférence dernièrement là, de François Biron, où il présentait un webinaire, en fait, où il présentait justement sa technique de plante réservoir et comment il entretient ça rentre dans sa régie, finalement, là, à chaque semaine avec les employés, puis c'est très, très efficace contre les pucerons. Fait que ça, c'est probablement, elle est un peu compliquée à mettre en place au départ, mais quand c'est bien rodé, c'est probablement la meilleure façon de lutter contre les pucerons. Donc, le parasitoïde, puis de combiner avec un prédateur. Fait que parasitoïde et prédateur, ils ont deux façons de fonctionner différentes et c'est vraiment ce qui va être le plus efficace pour garder les populations de pucerons le plus bas possible.
Dans les projets que j'ai faits, entre autres, on a étudié les ennemis naturels qui étaient déjà présents autour de la serre. C'est quelque chose qui est étudié beaucoup en Europe. Puis donc, pendant 2 ans, on a été identifier finalement tout ce qui était des ennemis naturels qui entraient dans les serres, même dans les serres où il y avait des moustiquaires. Et on a quand même identifié près de 9000 arthropodes bénéfiques dans les 15 serres. Il y avait 79 taxons différents, dont 12 espèces de coccinelles, 12 espèces de cifres, différentes familles de punaises prédatrices, des mouches prédatrices, 14 familles de parasitoïdes et même 11 familles de pollinisateurs indigènes. Donc, il y a des potentiels d'attirer ces ennemis-là qui sont déjà présents autour. Puis, en fait, quand on a fait l'analyse du paysage local, ce qui ressortait le plus, c'était la présence d'adventices en fleurs à l'intérieur et à l'extérieur de la serre. Puis aussi, le fait d'avoir une diversité de cultures. Ce qui fait que on a fait des essais par la suite où on a mis des fleurs. Donc, il y a plusieurs producteurs qui ont testé soit de la tagette. Il y a la lisson qui est la lisson maritime qui est très, très utilisée, que ce soit en Europe. Puis là, les producteurs commencent à l'utiliser de plus en plus. On le voit aussi à l'intérieur des champs. La lisson, entre autres, a des très petites fleurs. On le voit ici, mais va fleurir sur une très, très, très longue période, se répand quand même facilement tout seul dans la serre. Puis, c'est très utile pour les parasitoïdes parce que c'est des petites corolles et c'est très utile pour même les autres prédateurs qui vont venir manger du pollen qui en ont besoin. Donc, pour soutenir les populations d'auxiliaires de lutte qu'on va introduire dans la serre ou pour attirer ceux qui sont à l'extérieur, mais les fleurs ont un gros impact. Il y avait des calendules, il y avait, des tagettes, il y avait différentes espèces qui ont été testées dans les serres. C'est la lisson qui est le plus utile puis le plus intéressant pour la plupart des auxiliaires de lutte qu'on introduit ou bien à l'extérieur. Puis, un des essais qu'on a fait aussi, c'est le producteur avait mis un pré fleuri, donc entre ces deux serres. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ici, ça, c'est le taux de parasitisme des pucerons qui était dans la serre, qui avait des fleurs à l'extérieur, était significativement plus élevé là, à un certain moment là, dans la saison que même des fleurs à l'intérieur. Donc, il y a un intérêt vraiment très grand aussi aux pré-fleuris qu'on peut installer à l'extérieur de la serre. Donc, pour juste un peu résumer, puis je vais passer à un autre aspect. Pour nos pucerons, il faut vraiment bien les identifier, savoir quelle espèce qu'on a. Il y a plusieurs auxiliaires qui sont disponibles, qui ont des caractéristiques donc qui peuvent être différentes. Puis aussi qu'on peut profiter de ce qu'on a de disponible à l'extérieur, essayer de les attirer ou utiliser entre autres la coccinelle asiatique. Peut-être juste vous dire, il y a Audrey Césaire qui fait sa maîtrise à l'UQAM avec Éric Lucas et moi en co-directrice, est en train de regarder justement de ces auxiliaires-là, le Crazy Mite, qui est Anistis bacarum, qui est un nouvel auxiliaire de lutte. Eupéodes, ça c'est le CIRF, qui n'est malheureusement pas disponible présentement. L'hémérobe, donc la chrysope brune, et Nabis, donc la punaise, pour voir est-ce que ces espèces-là sont capables de fonctionner contre le puceron vert du pêcher? Bon, c'était sur plan d'épinards à 4, 8 ou 12 degrés. Donc, ces objectifs, c'est de comparer, à regarder en labo, l'éclosion des œufs, la survie des larves, puis la consommation de pucerons. Puis, elle a aussi fait des essais en serre expérimentale et les essais sont en cours par le CRAM là, pour une deuxième année là, en serre minimalement chauffée, donc à 5 degrés. Puis, globalement, puis là, j'y vais rapidement, là, mais c'est l'hémérobe, c'est la chrysope brune qui a un meilleur taux d'éclosion des œufs à 8 degrés, une meilleure survie aussi. Le CIRF et l'hémérobe vont réduire significativement les pucerons à 8 et 12 degrés. Désolée pour la qualité de la figure, mais donc, vous voyez les températures moyennes dans la serre pendant l'hiver. Donc, c'était novembre, décembre 2024, mars, avril 2025. Donc, ça monte à peu près à 9 degrés là, en moyenne, là, en général. De façon générale, on voit que c'est Micromus et Nabis qui ont fait le meilleur contrôle, que ce soit en novembre-décembre ou en mars-avril, des températures là, pour le contrôle des pucerons. Donc, il y a quand même des bonnes informations, donc des températures fines comme vous pouvez avoir au printemps et tout ça. L'hémérobe a quand même une efficacité pour s'attaquer aux pucerons là, dans des faibles températures.
Fait que ces résultats-là, elle va les présenter là, la semaine prochaine à Québec. Puis je vais aussi, si vous venez, s'il y en a qui viennent à la rencontre d'Agriculture Canada 17, on va les représenter aussi. Son mémoire va être disponible là, éventuellement, là, être en train de l'écrire. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des espèces, des auxiliaires qui sont capables de travailler à faible température. Donc, globalement, comme j'ai dit, bien identifier l'espèce de puceron, c'est primordial. De choisir l'auxiliaire en fonction du ravageur, d'introduire de façon préventive. On peut bénéficier de la coccinelle asiatique. Les plantes réservoirs peuvent être un atout pour les parasitoïdes, puis les fleurs dans les serres pour une plus longue survie des auxiliaires. Il y a, je vous ai mis en lien le bulletin sur les insecticides. Je dirais en dernier recours pour les pucerons parce que en fait, ce qu'on a vu au Rapser, c'est que du moment qu'on commence à traiter contre les pucerons avec un insecticide, on perturbe tout le contrôle par les auxiliaires et on n'arrive pas à reprendre un contrôle avec les auxiliaires. Il faut continuer la saison avec des insecticides, que ce soit le Samo Safer ou d'autres bio-insecticides. Donc, il y a, quand on dit en dernier recours, on essaye de faire de la prévention avant d'arriver aux insecticides. Le nettoyage de désinfection de la serre, je sais que ce n'est pas une pratique souvent en tout cas, quand on a eu des infestations, c'est vraiment primordial. Puis, une façon de faire pour les pucerons qui fonctionne bien, c'est de traiter les plants à l'huile avant de les sortir de la serre. Donc, ça va étouffer les pucerons, ça va étouffer les autres ravageurs aussi, puis ça va éviter qu'il n'en reste dans la serre parce qu'on s'aperçoit que même si on sort tout, on se retrouve, ceux qui font de la culture hivernale en serre un peu plus hâtive, se retrouvent avec des pucerons au mois de mars quand dans les faits, il n'y a pas d'arrivage de pucerons en nulle part. Là. Donc, ça veut dire qu'ils hibernent dans la serre probablement au pied des plants des résidus ou même dans le sol parce que leur température létale pour les pucerons, là, c'est moins, ça monte, même pour les adultes, ça peut être à moins 15, puis si c'est de la reproduction sexuée, c'est moins 30. Donc, ça prend vraiment des températures très, 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 très froides pour avoir vraiment un contrôle des pucerons. Après ça, traiter les structures avec de l'huile, balayer, nettoyer avec une laveuse à pression, désinfecter les structures, le système d'irrigation, puis la solarisation serait efficace, mais ça doit être effectué en été, ce qui, dans votre cas, probablement n'est pas bon, faisable. Fait qu'il y a toutes les informations sur le nettoyage, la désinfection des serres, mais je termine là-dessus parce que quand on a fait un sondage sur qu'est-ce que vous faisiez que les producteurs en serre faisaient pour la lutte intégrée, quand on demandait s'il y avait un nettoyage ou une désinfection qui était fait, il y avait 80% des producteurs qui disaient non. Pourtant, c'est une des premières manières de prévenir finalement les infestations des années suivantes. Donc, c'est vraiment important de faire cette étape-là. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées, puis est-ce que vous avez des questions? Merci Geneviève. C'est un beau condensé de plein d'infos super intéressantes. On peut prendre une question si quelqu'un a une question pour Geneviève. N'hésitez pas, c'est le temps de la poser. Caroline. Oui. Allô, merci beaucoup, super intéressant. Moi, je me questionne un peu sur la faisabilité, comme ici à Tête-à-la-Baleine, les approvisionnements se font par bateau, par avion. Puis comme par exemple la coccinelle asiatique, tu sais, moi j'en ai vu 2 à date, là, localement. Je me demande si c'est vraiment pertinent de faire entrer des coccinelles asiatiques ici, étant donné que c'est une espèce invasive. Puis je me demandais, mais est-ce qu'il y a d'autres parasitoïdes ou prédateurs qu'on peut faire venir en mode hibernation? Tu sais, par exemple, que je pourrais mettre sur un bateau en container réfrigéré. Puis, parce que je me dis que ça serait peut-être la seule façon là, que ça serait faisable dans mon cas. Il y a aussi, ben, tu sais, moi, pour la problématique des pucerons en particulier, tu sais, ils arrivent en fin de saison. Quand il commence à faire froid dehors, là, à date, là, c'est ça qui se passe. Là, donc, c'est sûr que je n'aurai pas une population en début de saison. Fait qu'il y a aussi comme essayer de timer l'arrivée là, des prédateurs avec ça. Puis, Tu me poses 3 questions, mais c'est full. Ouais, c'est super pertinent. Là. Mais la coccinelle convergente, je te dirais que c'est probablement la plus. Elle est vendue déjà en mode hibernation.
OK. Puis c'est une espèce indigène à l'Amérique du Nord. Donc, c'est une espèce qu'on va retrouver un peu partout. Fait qu'à ce moment-là, il y a moins l'enjeu tu sais, si elle n'est pas arrivée, la coccinelle asiatique, elle va arriver éventuellement là, parce qu'elle elle est jusqu'à la limite des habitations humaines. Mais c'est sûr que si vous ne voulez pas avoir cette problématique-là tout de suite, attendez encore un 5 à 10 ans, elle va être là, puis là, vous pourrez vous approvisionner chez vous. Mais la coccinelle convergente, c'en est une qui n'envahit pas non plus les maisons. Donc, après coup, si elle va se retrouver dans l'environnement, elle va aller hiberner à l'extérieur si jamais elle s'en va de la serre. Fait que ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut être possible de faire. Puis peut-être de le prévoir aussi si jamais, donc s'il arrive en fin de saison, de l'acheter plus tôt au printemps ou en été, de la faire venir plus tôt puis de la garder au réfrigérateur. Parce que des fois, l'approvisionnement même de cette espèce-là en cours d'été devient moins grand. Donc, il y a moins de possibilités d'en avoir. Fait que si elle est achetée déjà d'avance, on peut la garder au frigo jusqu'à temps qu'on en ait besoin puis qu'on puisse, pour faire cette stratégie-là d'acclimatation puis de rentrer dans la serre. Puis pour les parasitoïdes, ça peut aussi être la même chose, d'avoir des plans de banque avec des parasitoïdes, de les préparer pendant l'été, puis après ça, de les intégrer, bien, d'avoir la plante réservoir, ça s'auto-gère. Donc, il n'y a pas, quand on les commande une fois, les parasitoïdes, après ça, bien, c'est juste de se garder des plants à côté qu'on infeste de pucerons, puis qu'on continue à faire la stratégie finalement de mettre nos parasitoïdes. Mais quand on l'a fait une fois, on a été chercher nos parasitoïdes, on a acheté une fois, bien, après ça, on est capable de les garder comme ça, là, sans problème. OK. Mais les pucerons des céréales, est-ce qu'on peut les faire venir aussi en mode Oui, oui, c'est ça. Quand hibernation? on achète, OK. ben, en fait, les pucerons, on va les acheter, ils vont être sur les plants, ils vont arriver comme ça. C'est Anatis qui va les vendre avec les pucerons dessus. OK. Puis on prend les parasitoïdes. Puis là, ben, après, ce qu'il faut faire, c'est faire pousser de l'orge dans d'autres bacs. Puis après ça, ben, on met des feuilles avec des pucerons, puis on continue à faire nos populations de pucerons et de parasitoïdes. Donc, ils vont être prêts quand il va y avoir d'autres pucerons qui vont arriver. OK. Ça C'est peut à être fait en cours renouveler. d'été. Oui. OK. C'est à renouveler annuellement, comme si la serre est fermée pendant l'hiver, on On va restart. clore, on va OK. clore là-dessus, excuse-moi, parce qu'on a un petit peu de retard. Ben, en tout cas, ça répond à toutes mes questions. Merci beaucoup. Ben, tu peux répondre à la dernière question, Geneviève. C'est juste que je vois que c'est une boîte de Pandore immense, un sujet tellement intéressant. Là. Oui, ben n'hésitez pas. C'est ça, j'ai essayé de condenser toutes les infos que j'avais qui peuvent être des bonnes idées pour un ou pour l'autre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis le PDF, comme je disais, il va avec les liens de tous les documents, va être envoyé là, par Charlotte ou Oui. Mélodie.